Tout le monde, bienvenue sur la chaîne Twitch RMC Sport pour lundi rugby, ton nouveau rendez-vous rugby tous les lundis à 19h pour débriefer l'actu de la Coupe du Monde. Et là, l'actu est évidemment extrêmement chargée puisqu'on referme ces phases de poule et on va donc se projeter sur les quarts de finale qui débutent ce week-end. Et on vous donnera, comme à chaque fois évidemment, nos pronos pour les matchs du week-end. Je vous rappelle qu'on met en place un dispositif assez important sur la chaîne Twitch RMC Sport pendant cette Coupe du Monde, puisqu'on vivra les quarts de finale, les demi-finales et la finale avec des invités, notamment des joueurs de top 14, des membres de staff. Il y a pas mal de monde déjà dans le chat. Je vois qu'il y a Boubi, il y a Nenel, il y a Haddad, Big Ticket, Anto Ovali, Viking, Moloui, Rome Le Lion, Raph Cordier déjà là qui nous dit hello à tous l'équipe, très très heureux d'être parmi vous. C'est un rappel, il devait être invité, j'ai oublié de l'inviter pour voir s'il était si bavard en vrai que dans le chat. On réglera ça une prochaine semaine. Évidemment, pour ce programme chargé, eh bien, on est accompagné de... alors, ça fait combien de pourcentage de l'équipe de IR Carqueiranne ? Vous êtes 3 à faire souvent l'émission, donc on va dire à peu près 10% de l'effectif. À peu près, il y a combien de joueurs, monsieur Joachim Beaumont, capitaine de IR Carqueiranne en national, dans un effectif comme celui de IR Carquet ? Écoute, t'es pas très loin, on est 35, 40. Ouais, donc il nous faudra un quatrième peut-être. Eh ben, on appellera peut-être un de ces quatre vos coéquipiers roumains qui n'ont pas fait un mauvais match. On en parlera peut-être face au Tonga. Il y a André Gorin, notamment le numéro 8 qui joue à IR Carqueiranne. On l'appellera peut-être la semaine prochaine, pour qu'il nous donne des nouvelles, parce que ça a été le petit poussé, ça a été compliqué pour eux dans une poule extrêmement relevée, et avoir leur ressenti pourrait être intéressant. En compagnie donc de Joachim Beaumont, capitaine de IR Carqueiranne, et évidemment Charles Brousse, également joueur du RCHCC et ancien joueur de l'UBB, de Provence Rugby, etc. Tout va bien, Charles ? Ouais, super. Alors, ça se déroule un petit peu moins bien qu'auparavant pour vous en championnat, Charles. Vous aviez fait un début de saison canon. Là, vous êtes incliné sur une toute petite marge à Bourgoin. Pas trop déçu, 18-15, vous prenez le bonus défensif ? Ouais, c'est ça. Non, pas déçu, plutôt satisfait du résultat au vu de notre dernière prestation à domicile, comme tu le disais. Donc, on perd de 3 points de justesse, on revient avec un bonus défensif, donc c'est plutôt rassurant et encourageant pour la suite. Alors, bonus défensif, bonus offensif, c'est toujours un petit peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas le rugby. Vous avez la même règle qu'en Coupe du Monde. Un bonus offensif, c'est 4 essais, et un bonus défensif, c'est une défaite de 7 points ou moins, ou c'est différent en national ? Alors, le bonus défensif, c'est pareil, et Ouais. le bonus offensif, c'est 3 essais de plus que l'adversaire. J'adore ce sport parce que les règles changent en fonction des pays, de la division, de la compétition, parce qu'en top 14, c'est une défaite de 5 points ou moins. Donc c'est une défaite de 5 points ou moins, le bonus défensif. Vous, c'est 7 points ou moins. Le bonus offensif en top 14 et en Pro D2, c'est la même chose que vous. Et en Coupe du Monde, les deux sont différents. C'est donc 4 essais inscrits et 7 essais. C'est parfait. Comme ça nous fait un travail de vulgarisation. Joe, toi qui es capitaine de l'équipe, c'est quoi les prochaines échéances ? Vous jouez encore, vous enchaînez, ou le bloc est terminé ? Ouais. Là, on a encore 2 matchs avant de finir le bloc. On se déplace à Albi le vendredi prochain, enfin ce vendredi. D'accord. Et après, on reçoit Périgueux. D'accord, donc deux gros matchs évidemment pour terminer le bloc. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour Joachim, pour Charles, ou même en général sur la Coupe du Monde, on est là évidemment pour interagir avec vous. Neneuil qui est de Périgueux, donc c'est pour ça qu'il nous a lâché un petit oula dans le chat. À mon avis, il ira voir le match. Le programme de l'émission du jour, évidemment, on va revenir sur est-ce que c'est un exploit portugais ? Est-ce que c'est simplement l'illustration de leur excellente Coupe du Monde ? Mais on va revenir en tout cas sur leur victoire 24-23 face aux Fidji, et on parlera justement de nos surprises, de nos déceptions de ce mondial, avant de réaliser le 15 type de la semaine. La dernière fois, Charles nous avait glissé quelques Samoans, on ne sait pas trop comment, on va voir s'il va encore nous sortir des petits joueurs de derrière les fagots. On parlera évidemment des quarts de finale, que ce soit
évidemment, on commencera par un Pays de Galles-Argentine. Ensuite, dans la foulée, ce sera Irlande-Nouvelle-Zélande. Les 2 matchs sont samedi. Dimanche, Angleterre-Fidji, qu'on attend évidemment impatiemment. Et le clou du spectacle, j'ai envie de dire, évidemment, France-Afrique du Sud, avec beaucoup d'interrogations, notamment sur Antoine Dupont. Rome pose déjà une première question. Quelle est la taille de Joachim ? Et Raph Cordier répond... Alors, déjà, sans regarder le chat, Joe, à ton avis, quelle est la réponse de Raph Cordier ? Est-ce qu'il a demandé au repos, point d'interrogation ? Pas du tout. Il avait fait une réponse tout à fait premier degré. Très gênante cette réponse, Joachim. Il a dit 1m85. On va pas faire le juste prix, c'est un peu plus. Et il sait très bien ma taille, Raph Cordier. Ben, tu réponds pas ? Allez, je fais 1m90. 1m90, bon, un beau bébé, on va dire. 3e ligne, je le rappelle, et Charles Brousse, et lui, évolue au centre du terrain. Donc on reviendra tout ça sur tous ces matchs. Et évidemment, on terminera avec notre salle de jeu, avec 90 € de Box Sport à vous faire gagner, évidemment. Avec notre petit jeu, ce sera à nouveau le joueur mystère. Messieurs, eh bien écoutez, on va commencer. Je vous rappelle qu'après, on diffusera évidemment l'after, comme tous les soirs, en exclu vidéo sur notre chaîne Twitch RMC Sport jusque minuit. On revient dans un premier temps sur cette victoire du Portugal, la première de leur histoire après une deuxième mi-temps complètement folle. On ne peut pas résumer la Coupe du Monde de cette équipe simplement avec cette deuxième mi-temps, parce qu'ils ont sorti énormément de bons matchs, de belles batailles face à l'Australie, face au Pays de Galles, face à la Géorgie. Joe, est-ce que cette équipe portugaise est pour toi la révélation de ce mondial ? Oui, bah, clairement, c'est la grosse révélation du mondial. Comme on en parlait la dernière fois, c'est vrai que ce n'est pas une équipe qu'on a l'occasion de voir jouer souvent, puisque leurs matchs internationaux se limitent plutôt à des matchs contre la Roumanie, la Géorgie, des choses comme ça, donc pas forcément diffusés. Donc ça a permis un peu à tout le monde de pouvoir les découvrir. Et c'est vrai que clairement, c'est une équipe qui base tout sur le jeu, qui compense un peu le manque de puissance et de densité par beaucoup de déplacements et beaucoup de jeux. Et franchement, c'est super agréable à avoir joué, et en plus de ça, c'est efficace aussi à pas mal de fois, quoi. Ça met à mal beaucoup de défense. Oui, c'est à la fois une équipe enthousiasmante, j'ai envie de dire, et à la fois c'est efficace. C'est ça qui est intéressant. Charles, elle t'a tapé dans l'œil, cette équipe portugaise emmenée par la Gisquet ? Ouais, bah, comme tu le disais avec Joachim, vachement plaisante à regarder jouer, parce que ils ont un gros déficit de puissance en termes de physique, donc ils l'ont compensé par un gros jeu de mouvement et des longues séquences, beaucoup de déplacements, beaucoup de prises d'initiative, et c'est vachement plaisant, vachement intéressant à regarder. Après, sur ce dernier match, moi je suis un peu plus partagé, parce que je trouve que les Fidji sont complètement passés à travers, les choix des coachs des Fidji n'ont pas été cohérents. Donc c'est plus pour moi les Fidji qui leur ont donné ce match qu'eux qui se le sont fait. Mais comme tu le dis, on ne peut pas les résumer que sur ce match, et sur toutes les phases de poule, ils ont été quand même surprenants. Qu'est-ce qui t'a dérangé dans le choix des coachs fidjiens sur ce match ? Sur ce match, déjà, le choix d'aligner Botitou en 10, je ne le comprends pas. C'est sorti de nulle part. Après, tout au long de la phase de poule, il a fait des choix quand même assez incompréhensibles. Si tu prends le premier match contre le Pays de Galles, il met Botia et Tuisova sur le banc. Par la suite, il les met titulaires, ils font 80 minutes sur les 3 matchs. Là, il aligne Botitou en 10, tu sais pas pourquoi, il joue jamais 10 en club. Enfin, c'est des choix quand même un peu bizarres, et ça se demandait, je sais pas si l'autre 10 qui jouait les 3 premiers matchs était blessé ou pas. Mais c'est à se demander s'il voulait vraiment gagner ce match, ou s'il s'est dit on va faire tourner un peu pour être en forme contre l'Angleterre. Tu penses qu'ils les ont pris de haut, en fait, les Portugais ? Que les Fidji ont pris de haut, les Portugais. Ouais, j'ai un peu cette impression-là, et au final, ils se sont fait très peur, à mon avis. Ouais, on a pas mal. Après, ils avaient. C'est vrai que par rapport au choix du 10, le souci, c'est qu'ils avaient leur 10 titulaire qui s'est blessé en tout début de. Caleb Moons qui s'est fait les croisés en préparation, ouais. Ce qui fait qu'ils devaient faire jouer le second 10, et je pense que là ils se sont dit que sur ce match, peut-être ils ne voulaient pas prendre le risque de répéter. Ils ont dû vouloir le faire souffler, quitte à manquer un peu de respect aux Portugais, et ça a failli leur coûter très cher, quoi. Oui,
Après, ils auraient pu même rappeler quelqu'un d'autre que Botitou, qui, c'est sûr, est un centre qui évolue parfois en 10. Mais ils ont d'autres joueurs également. Le nom m'échappe du 10 qui était passé par le Racing et qui évolue maintenant à Voilà, Ouais. par exemple, qui est pas un 10 de niveau international peut-être, mais qui en réalité est un pur 10, alors que Botitou, tu vois qu'il il attaque souvent la ligne, quoi. Hein. C'est un premier centre qui joue 10. Dans l'animation, hier, tu l'as senti, quoi. C'était compliqué pour les Fidjiens. C'était du jeu à une passe, quoi, clairement. Il n'y avait aucune incertitude. Et face à des Portugais qui ne sont pas sortis, qui ont été hyper vaillants, ça n'a pas suffi. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette équipe fidjienne, alors on était sur le Portugal, mais évidemment l'un va pas sans l'autre, a tendance à se mettre quasi systématiquement au niveau de l'adversaire? C'est-à-dire que avec un match à enjeu, face à l'Australie, face au Pays de Galles, ils font des bons matchs. Ils élèvent un peu leur niveau de jeu. Et on a vu dans les attitudes face à la Géorgie, au Portugal, un peu de suffisance. Ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pas si inquiétant avant les quarts de finale. Joe, t'en penses quoi, toi? On a l'habitude, en fait, avec ces équipes-là, qu'on dit un petit peu dilettante, de dire, bon, bah voilà, face aux plus petits, ils jouent un petit peu en marchant, mais face aux plus gros, ils arrivent à sortir les doigts. C'est un peu l'expression. Ouais, je pense que de toute façon, clairement, là, le match contre la Géorgie et contre le Portugal, ça va leur trotter dans la tête et qu'ils vont aborder le match à venir contre l'Angleterre totalement différemment. Et de toute façon, ils ont vraiment intérêt à le faire parce que sinon, ça va être une grosse désillusion et à mon avis, ils vont vite se rendre compte pendant le match que ça passera pas, quoi. Dans le chat, Ils se sont vus qualifiés un peu trop beau, je pense. Ouais. Ils se sont vus qualifiés un peu trop vite et moi je suis d'accord avec Joachim, je pense que sur le quart de finale ils vont l'aborder d'une toute autre manière parce que de toute façon ce sera un match historique pour eux, pour l'histoire du rugby fidjien. Donc pas d'inquiétude particulière, on aura, tu penses, on fera évidemment les pronos pour les quarts, mais on aura un autre visage des Fidjiens face aux Anglais? Ouais, je pense que dans l'intensité, dans l'agressivité qu'ils y mettront, ce sera une toute autre équipe à mon avis. Ouais. Et dans le chat, on est d'accord avec vous. Hein. Il y a Gibi64 qui nous dit justement ils n'aiment pas être favoris, les Fidjiens. Les Fidjiens, Vicky nous dit c'est du jeu plaisir. Bon, ça c'est un peu différent. Raph Cordier qui nous dit personnellement, je pense que les Anglais en mode quart de finale vont vite faire redescendre, au contraire, les Fidjiens. On fera les pronos. Restons un instant sur le Portugal. On a Zoral Mateus, supporter portugais, qui est évidemment emballé, qui était avec moi hier soir pour commenter le match. Est-ce que vous pensez que, alors même si Charles nous dit c'est avant tout une défaite fidjienne, on a quand même eu des bons matchs portugais durant toute la compétition. Est-ce que ça peut s'inscrire dans la durée? Vous pensez, est-ce que ça peut inciter, je ne sais pas, les instances à revoir un peu le fonctionnement du rugby mondial en poussant un peu vers le haut des équipes comme la Géorgie, comme le Portugal, avec des systèmes de tournois destination ouverts, de montantes descendantes, ou bien est-ce qu'en fait les Portugais on les reverra dans 4 ans? Joe, t'en penses quoi, toi? Est-ce que ça peut changer quelque chose ou en réalité c'est juste une fois tous les 4 ans qu'on verra ce genre d'équipe? J'aimerais me dire que ça va les pousser à peut-être revoir un petit peu certaines choses et changer un peu le format actuel, mais j'ai un gros doute là-dessus malheureusement. Et c'est bien dommage parce que franchement, quand on voit la Coupe du Monde que fait le Portugal et celle que fait l'Italie, je sais pas qui gagnerait entre un Italie-Portugal, quoi. Là tout de suite, je suis pas sûr que l'Italie prendrait le dessus sur le Portugal. Après, la question c'est de savoir est-ce qu'ils ont le réservoir en termes de joueurs pour être performants sur la durée, quoi, parce que comme tu l'as vu hier soir, c'est une très belle équipe, mais ils ont pas mal d'anciens joueurs qui tiennent la baraque chez eux, qui vont arrêter là, qui prennent leur retraite et on ne sait pas quels joueurs ils ont derrière. Donc c'est un gros point d'interrogation sur ça aussi. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que Joe a raison. Dit, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais si tu mets cette Italie actuelle face au Portugal qui est peut-être à son prime, bah, tu as envie de voir le match en fait. Tu as vraiment envie de savoir à 100% ces équipes, ça donne quoi. Et même au niveau du spectacle, etc., pour l'intérêt du rugby, bah, c'est des matchs qu'on a envie de voir. Alors ça semble pas être la tendance forcément chez World Rugby, mais en tout cas, moi j'avoue que j'aimerais bien qu'on ait un peu un système d'ouverture du tournoi destination
avec, je sais pas, l'équipe première du tournoi Destination B qui recevrait par exemple la dernière. Ça ouvrirait un petit peu, et même si c'est qu'un match dans l'année, parce qu'on ne peut pas non plus surcharger le calendrier qui est déjà très chargé, mais c'est des choses clairement qu'on a envie de voir. Dites-moi votre prono dans le chat. Si on a l'Italie actuelle face au Portugal qu'on a vu hier, quel serait votre favori? Gibi64 qui nous dit le dernier Destination devrait jouer contre le premier d'un potentiel Destination B, et absolument. Moi je suis complètement raccord avec toi. Donc on disait en gros que le Portugal était l'équipe révélation pour nous de ce mondial. Est-ce que vous avez d'autres belles surprises collectives, individuelles, de joueurs qui vous ont tapé dans l'œil alors que vous attendiez pas forcément à les voir briller lors de cette Coupe du Monde? Moi, par exemple, vas-y, Charlie. Non, vas-y. Vous les copiez, Vas-y. Non, mais par exemple, le jeune neuf néo-zélandais, là, Regarde, ouais. on connaissait pas du tout avant Enfin, c'était un peu la surprise du squad néo-zélandais. Et il avait des belles stats déjà en termes d'essais. Et c'est vrai que c'est un sacré joueur, quoi. Il a que 20 ou 21 ans. Et je pense qu'il va avoir un bel avenir avec les Néo-Z. Oui, il fallait regarder le Super Rugby en fait pour reconnaître Cameron Regard, sinon on l'avait jamais vu au très haut niveau international. Charles, t'en as d'autres comme ça, des joueurs qui t'ont un peu bluffé? Ouais, il y en a. Alors après, c'est pas forcément des joueurs des équipes, qu'on ne connaissait pas dans le circuit. Non, des équipes, franchement, à part le Portugal, il y a plus d'équipes qui m'ont déçu que des équipes qui m'ont bluffé. Je pense notamment à part les Fidjiens, mais les Tonga, les Samoa m'ont déçu. Ouais, je suis d'accord, moi aussi. La Géorgie, bon, je suis un peu mitigé parce qu'on savait que c'était une belle équipe, mais ils ont alterné le chaud et le froid. Donc je suis plus déçu par les équipes qu'on voit moins régulièrement au niveau international que surpris. Après, individuellement, c'est des joueurs qu'on connaissait mais qui répondent présent et qui sont très bons, du style Louis Riz-Zamit, gallois, qui est très très bon. Pareil, sur l'aile avec les All Blacks, c'est Téléa. Oui, Marc Téléa, bien sûr, des Blues, ouais. Qui est incroyable. Qui est un danger dès qu'il touche les ballons. Voilà, c'est ce style de joueurs-là qui m'ont bluffé. Ah, mais je suis d'accord. On le sait, ils sont dangereux, mais malgré le fait que tout le monde les surveille, ils arrivent quand même à faire des différences à eux tout seuls. Gibi64 qui cite une nation et donc des joueurs dont on n'a pas du tout parlé, alors que c'est vrai qu'il y a quelques semaines on ne parlait que de ça. C'est l'Uruguay. On a vu une équipe uruguayenne accrocheuse face à l'équipe de France, dominatrice face à la Namibie. Est-ce qu'il y a quand même des joueurs, par exemple, que vous aimeriez revoir du côté uruguayen, ou bien pareil, vous pensez que c'est surtout les adversaires qui les ont pris, notamment la France, un petit peu de haut. Joe, t'en penses quoi de l'Uruguay? C'est une des belles surprises pour toi quand même? Ouais, il y a quelques joueurs que j'ai trouvé pas mal. Après, comme tu dis, on retient beaucoup leur match contre la France. Mais oui, je pense que la France avait abordé le match un peu par-dessus la jambe en se disant que ça allait être facile. Et ça reste un match de rugby, quoi. Si tu respectes pas l'adversaire, tu prends le risque ce qui s'est arrivé, de se faire peur face à l'Uruguay. Mais il y a quand même, par exemple, le troisième ligne, le numéro 6, Ardao, qui était un super gratteur, j'ai trouvé, très et contre fort. toutes les nations. Pas un gros gabarit, pas un très gros fort. gabarit, mais grosse activité, il plaque, il gratte beaucoup. Donc ouais, lui, bonne surprise. Après, Araté, on le connaissait déjà, il est en... Araté, c'est le centre. Arata. C'est un autre. Il est déjà en top 14. Après, j'ai pas un joueur uruguayen qui m'a sauté. En fait, ils ont plus brillé collectivement qu'individuellement. Mais c'est vrai que c'est une équipe aussi qu'on a envie de revoir un peu plus souvent qu'une fois tous les 4 ans, en se disant c'est pas mal, c'est encourageant, mais finalement on peut pas non plus step up. Je suis complètement d'accord dans les déceptions concernant les Samoa. Alors ils ont fait un bon match, vous l'avez pas vu, vous étiez en train de jouer face à Bourgoin, donc on va pas s'étendre sur Angleterre-Samoa. De toute façon le match était immonde. Moi j'ai été déçu par les Samoa parce que en dehors de ce match qui était pas mal, mais
mais pour moi, il y avait vraiment de la faiblesse anglaise, parce qu'il y a quand même énormément de belles individualités, des joueurs comme Soiteni, comme Paaiua, etc. Et collectivement, je les ai trouvés complètement à l'ouest. Par contre, il y a un joueur pour moi, Samoan, qui a crevé l'écran, c'est McFarland. Alors, il joue déjà au Saracens, mais McFarland, pour moi, dans les révélations du mondial, je suis obligé de le mettre. Dites-nous dans le chat, justement, qui sont vos révélations, vos déceptions. Alors, évidemment, Anto, qui confirme ce qu'on disait sur les joueurs portugais, il nous parle de Rafael Costa Storti et de Rodrigo Marta, qui, pour moi, ont vraiment la classe internationale. Je suis d'accord avec Charles sur les Fidji, mais quand même, Storti et Marta, c'est quand même des putains de joueurs. Ardao nous dit Gibi 64. Et Martins aussi. Il y a Martins, incroyable. 7, alors, que je connais pas, moi. Alors, je vois qu'il joue à Soyo, d'accord, mais je l'identifie pas du tout. Et là, tu as l'impression, sincèrement, je vais exagérer, mais que c'est quelqu'un qui est habitué à jouer au très haut niveau international, quoi. Il pourrait être titu quasiment dans n'importe quelle équipe. Donc, assez dingue. Il y avait un autre nom dans le chat. On n'a pas cité. Il y a un joueur que j'ai découvert. Moi, c'est Fakatava, le numéro 5 japonais. Je ne sais pas si vous avez vu son essai. Le petit coup de pied par-dessus, là. Oh là là, incroyable. Il fait 140 grains. Il fait un petit par-dessus. Il court. Incroyable. Fakatava également. Bon, voilà. Ce que je vous propose, justement, c'est que pour revenir sur les matchs du week-end, eh bien, on s'intéresse et on fasse notre 15 type. Évidemment, on adore faire notre 15 type dans cette émission. La dernière fois, on n'a peut-être pas été aussi performant qu'on aurait dû. On a un peu bricolé au centre, on ne savait plus qui mettre. Messieurs, et dans le chat, n'hésitez pas à nous dire, est-ce que vous avez des noms que vous voulez de façon indiscutable mettre dans le 15 type de la semaine, pas de la compétition entière? Déjà, il faut mettre absolument Carreras, l'ailier argentin, qui a été monstrueux. Il a marqué des essais, enfin, il a franchement marqué des essais qui n'étaient pas faits, et il a fait un très très gros match. L'intensité mise par Carreras sur ses courses avec ses gros quadris là, assez bluffé. Charles, en 14, on met Carreras, on est d'accord? Ouais. Bon, très bien. Hop, là déjà, il y a quelque chose d'indiscutable. Est-ce que tu as autre chose, toi, Charles, justement, un joueur où là, pour toi, il y a pas de débat? Parce qu'il y a eu beaucoup de belles performances, je trouve, mais il y en a quasiment trop eu. Donc, ça va pas être évident, je pense, de trancher parfois. Est-ce qu'il y a d'autres noms qui vous reviennent, qui sont indiscutables pour vous? Ouais, c'est pas facile. En 13, j'aurais tendance à mettre Ringrose. Ouais. Mais c'est vrai que la paire de centre portugaise, elle a vraiment pas démérité non plus. Quand je pense à Betancourt et Lima face à Tuisova et YCA, ils ont vraiment fait un match monstrueux aussi tous les deux. Donc, difficile. Compliqué. Et dans un match un peu différent, on a aussi Georges Moala. Je ne sais pas si vous avez vu Tonga Roumanie. Moala, il a joué tous ses duels. Il a jeté des mecs. Peut-être des équipiers à vous. Moala, il a joué tous ses duels. Il les a tous gagnés. Enfin, l'adversité était un ton en dessous. Mais le match de Moala, il est complètement dingue. Donc, on va dire qu'on hésite là au poste de 13 entre Ringrose. Alors Ringrose, il a eu un petit peu de déchets en défense quand même. J'ai regardé les stats, mais il a fait un match de fou face à l'Écosse. On hésite entre qui? Ringrose. Il joue avec les Irlandais. Donc il est un peu plus avantagé. Avantagé. Ringrose, Betancourt et Moala en 13, c'est les 3 propositions. Ouais. On fait un sondage. On va faire un sondage dans le chat. Vous allez pouvoir. Et en 12, c'est vrai qu'en 12, franchement, tu peux mettre Lima en face de lui. Il avait Tuisova, il l'a fait tomber à chaque fois qu'il l'a pris plein fer. Il va y avoir débat, j'en ai d'autres aussi. On avait dit qui? Ringrose, Moala ou qui? Ou Lima? Non, Betancourt, pardon. Betancourt. Lima, il a joué 12. Allez, 1 minute pour le sondage. C'est le chat qui va trancher. En 12... Après, Attends, choisissons le 12 déjà. En 12, Lima. J'ai beaucoup aimé Choco Barres aussi, qui a fait du bien avec l'Argentine. C'est vrai. J'ai trouvé pas mal. Et j'ai également Jonathan Danty, que j'ai trouvé bon, mais plutôt un duel entre Choco Barres et Lima. C'est Charles, de toute façon, qui doit trancher, je pense, au centre. C'est vrai. Ouais, moi je mettrais Lima quand même, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se vanter de ne pas avoir raté un plaquage sur Tuisova pendant 80 minutes. Tuisova, je crois qu'il n'a pas cassé un plaquage. Non, il l'a pris. Pourtant, il s'est proposé entre 5 et 10 fois plein fer sur lui, et à chaque fois il l'a pris, il l'a fait tomber. Donc franchement, chapeau.
Je Ouais. crois même que c'était leur unique combinaison. Leur unique lancement, c'était lancer Tuisova, attaquer la zone du 10-12 et advienne que que pourra. d'espace. Depuis 2-3 ans, c'est un peu la solution miracle. Ouais. Quand tu sais pas quoi faire, tu donnes le ballon à Tuisova et il fait la différence. Et généralement, ça marche. Donc là, c'est dire que Ouais. Lima, je suis d'accord. Alors, là, tu dois choisir, Charles, parce qu'on a une égalité entre Ringrose et Bettencourt. On met Ringrose pour équilibrer ou on met une paire de centres Ouais, on met la paire de centre portugaise. Allez, vas-y. Donc, on a donc Comme tu Lima. dis, il a eu un peu de déchets, Ringrose. Allez. Va pour Bettencourt, c'est lui qui donne le coup de pied pour Costa Storti, magnifique. Ouais. Mais Costa Storti, on pourrait peut-être également en parler, mais le truc c'est qu'on a déjà on a mis Carreras en 14. Est-ce qu'on peut mettre un 14? Est-ce qu'on a le droit de mettre un 14 en 11, Charles, théoriquement? On va redébattre, hein, mais est-ce que ça se fait ou bien on bricole trop? Non, ça se fait. De toute façon, c'est qu'un numéro. Hein. Généralement, les deux ailiers, ils sont capables de jouer de chaque côté. Donc on a Lima, Bettencourt, Carreras. Joe, je te sentais bavard. Je sentais que tu avais des noms à nous soumettre. En 7, j'avais Martins, du coup, hein, du Portugal. Je Franchement. suis d'accord. Et ça va ressembler à l'équipe du Portugal, hein, à force. Mais Ouais. Martins, pour moi, il est quasi indispensable. Ouais. Alors Et après, il y a Van der Fleer aussi au poste de 7, mais on est tellement habitué à le mettre que va pour Martins. Ouais. Va pour Martins, ça me va. Continue, Après, Joe, vas-y. Michael Leach, j'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match aussi malgré la défaite du Japon. Ouais. Mais Franchement, Anthony Gelon aussi, qui a fait un gros match et qui monte en Ouais. puissance en termes d'intensité physique. alors, je vais peut-être sortir ma carte joker parce que vous n'avez pas vu le match. Mais je crois qu'on avait McFarland également en 6 pour les Samoa, qui a été encore exceptionnel. Donc, mais Leach a été très très bon, hein, le vieux Leach là. c'est clair. J'hésite. Alors attendez, on a qui? On a Leach, on a McFarland et il y en a un troisième qu'on avait cité. T'avais dit Van der Fleer, mais. Non, c'était Ah oui, plutôt non, Van en der Fleer, 7. c'était plutôt en 7. On hésite entre quoi? Entre Leach et Gelon. et Gelon. On va faire un Charlie avait dit. sondage. On va faire un sondage, vous nous dites dans le chat, au poste de 6. Est-ce qu'on met McFarland? Est-ce qu'on met Leach? Et on met Gelon? Moi, je mettrais plutôt McFarland ou Leach. J'hésite entre les deux. Joe, c'est toi le troisième ligne, donc normalement, c'est toi qui as ta voix compte double. T'irais plutôt sur Michael Leach? Ça me va, moi. Ouais, j'irais plutôt sur lui. Alors, on va voir les résultats. Est-ce que je vais voter pour... ça part sur Gelon, mais ça, évidemment, dès qu'on met un joueur français, il n'y a pas débat, ça va être Gelon. Je sens que ça va être Gelon. On est déjà à 58%. Van der Fleer, il est numéro 7. Loubar, on en a mis... Carreras, il était 11. C'est vrai, d'ailleurs. Je crois que Carreras, il a joué 11 et Bofelli 14. Mais oui, mais t'as raison, on a de la place. On a de la place, t'as raison. Merci ST64. Non, t'as raison, c'est moi qui l'ai mis en 14, mais je me suis trompé. Parfait. On aura de la place pour Storti ou pour Penaud, ou on verra ça un petit peu plus tard. C'est parfait cette correction. Merci beaucoup à ST dans le chat. Pendant que le vote pour le poste de numéro 6 est en cours, est-ce que vous avez d'autres noms à proposer, Charles? T'en as? Le deuxième ligne japonais. Fakatava. J'ai plus son nom, mais Fakatava. son essai magnifique. Il est d'origine. Obligé de le mettre, hein. Il est d'origine tongienne, Fakatava, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Joe, on met Fakatava. Ah oui. Je pensais à lui aussi. C'est l'essai de sa carrière. Hein, donc, mais je crois que c'est son. Si tu le mets pas là. Je crois que c'est son 3e essai de la compétition, hein, quand même, pour un deuxième ligne. C'est quand même intéressant. Des essais comme celui-ci, je pense pas qu'il en mettra beaucoup dans ce encore. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Fakatava, je l'ai... Oh là, attendez, c'est pas très beau ce que j'ai fait. Je vais recentrer un petit peu. Hop, parfait. Donc on a pour l'instant, on a Carreras, on a Lima, on a Bettencourt, on a Fakatava, on a Martins, d'autres... Vas-y. Jalibert en 10, je dirais. Franchement, il a régalé. Ouais. Il a régalé. On a qui d'autre? On a Sexton également, mais qui a joué 55 minutes. Moi, je mettrais peut-être Jalibert aussi. Ça me va, Jalibert. Ouais. Allez, hop. Mackenzie, il a été. Mackenzie à l'arrière. Il a été magique. Après, c'était face à l'Uruguay, mais bon. Vas-y, défends Mackenzie. Alors c'était peut-être face à l'Uruguay, mais bon, entre les essais, les passes d'ess, les percées, le pied,
Il était en 10 ou à l'arrière Il était à l'arrière. C'était Monga en 10. À l'arrière, ouais. Alors, il a quand même un rival, c'est Keenan, qui a fait un gros match aussi face à l'Écosse. Ah, ça, on n'a pas vu entièrement. Un petit Maca, oui, vous reveniez, vous buviez des coups à Bourgoin. J'ai vu les stories Insta. Mackenzie en 15. Bon, on est d'accord, on va pas bouder notre plaisir et pas mettre D-Mac quand même. C'est un joueur magnifique. Va pour D-Mac. Autre chose, les gars? Chian à mon avis. Ah non, ça peut être Chian ou Tadger parce que son coup de pied magnifique là, mais. Ouais, moi franchement j'aurais mis Tadger aussi parce que entre le coup de pied et puis le fait que, enfin, il est en Fed 3 quand même, hein, Tadger. Ouais, il a pris une licence en Fédéral 3. Mais bon. Ouais, il a fait l'essentiel de sa carrière au plus haut niveau. Ouais, c'est sûr. Top 14 Pro D2. C'est pas le petit novice qu'ils ont lancé comme ça. Ce serait incroyable, t'imagines? Un mec en Fédéral 3 qui arrive et qui. Ce serait complètement fou. Alors, on a qui dans le chat? On nous dit Tadger. Bon, on peut faire un sondage entre Tadger et Chian. Vous n'avez pas trop vu le match Irlande-Écosse. Donc, écoute, on va faire un sondage au poste de talon. Est-ce que vous êtes pour Mike Tadger, le numéro 2 portugais, ou pour... On a dit qui? On a dit Chian, le talonneur du Leinster et de cette équipe irlandaise. Vous nous donnez évidemment dans le chat celui que vous préférez. Au poste de, on a quoi? Au poste de 8. Au poste de 8, il y en a deux qui sortent un peu du lot. Il y a Greg Aldrit et Kylan Doris, encore de l'Irlande. Moi, j'ai beaucoup aimé encore le match de Greg Aldrit. On a, pour l'instant... Ouais. Franchement, Greg Aldrit, il est hors du commun, quoi. C'est vraiment pour moi le meilleur 8 au monde, juste devant Savea. Aldrit, on y va, non, Charles? Ouais, il a fait un gros match encore. Bon, allez, c'est une valeur sûre. Va pour Aldrit, capitaine. Enfin, c'est pas un capitaine, mais c'est vraiment par l'exemple, quoi. Tu voyais son match face à la Nouvelle-Zélande où il semblait toucher à l'épaule. On voit qu'à un moment, pendant 2 minutes, il peut pas vraiment mettre de l'intensité et il repart au combat. Ouais. C'est vraiment. Le nombre de ballons qu'il porte dans des murs en plus, c'est impressionnant. Pour l'instant, elle a de la gueule, hein, cette équipe, honnêtement, pas mal. En neuf, j'aurais mis Roy-Gard, moi. Ouais. J'ai 2 autres propositions aussi en 9. On a le petit 9 japonais. Alors, il a 3. En fait, ils ont tous été trop forts. Parce qu'on a Gibson Park qui a fait un très gros match avec l'Irlande, mais vous étiez dans le bus. On a Sam Marquez, quand même pas mal. Et on a également... Alors, j'ai beaucoup aimé, moi, l'entrée de Danny Kerr pour l'Angleterre. Pour moi, il fait tourner le match. On a eu l'immonde Alex Mitchell pendant 65 minutes. C'était une catastrophe. Vraiment, les choix, sincèrement, une catastrophe. Danny Kerr, il rentre. Il rattrape un coup absolument incroyable avec Paaiua qui a 2 mètres d'avance le long de la touche et Danny Kerr qui va se jeter en bout de ligne c'était vraiment la balle de match pour les Samoa pour aller le chercher. Et Danny Kerr met l'essai vainqueur. Le problème, c'est que c'est face aux Samoa et il a joué 20 minutes. Donc compliqué. Il est anglais. Il est anglais. Donc ça dégage. Mike Tadger à 80% pour le chat. Écoutez, on est en bonne compagnie. Après, ça, c'est la communauté portugaise. Hein. Je vois bien les pseudos là. C'est en direct de Lisbonne pour voter. Alors hop, on met Mike Tadger. Parfait. Va pour Mike Tadger. C'est dommage qu'il n'ait pas vu tous les matchs. Il jouait samedi après-midi, donc c'était forcément compliqué. Gibson Park, pour moi, 100 fois, nous dit Gibi64. Joe, t'hésitais avec qui? Toi, tu proposais qui s'il y avait un nom à retenir? Le petit 9 japonais, je l'ai trouvé pas mal du tout. Et Roy-Gard aussi, du coup, de la Nouvelle-Zélande. Avec son petit coup de pied inversé, là, à l'arrière, assez dingue. Roy-Gard, Saito ou Gibson Park. On va faire un sondage avec le chat. On fait beaucoup de sondages là parce que ils ont pas... et Sam Marquez, on l'a pas mis dans notre shortlist. Il y a quand même déjà 10 joueurs portugais, c'est déjà pas mal. En 14, on met qui? On a le choix entre Rizamit, qui a quand même mis un triplé, je crois, face à la Géorgie. Damien Penaud, qui a quand même fait un bien joli match. Et Raphaël Costa-Storti, pour moi, qui a également été absolument décisif. Vous préférez qui, les gars? Ouais, moi je vais rester team Portugal, hein, franchement. C'est vrai qu'encore une fois, c'est lui qui fait la petite différence, qui permet de mettre l'essai final et de faire leur truc historique, quoi.
Et il en met un beau aussi avant, sur Storti. Ouais. Va pour Storti, Charles, ou tu préfères un Penaud? Je te dis, si on fait un sondage, ça va être Penaud. Moi, je préférais Zamit, mais Storti a fait un très gros match aussi, donc ça me dérange pas du tout. C'est mérité. Allez, va pour Storti. Moi, c'est mon chouchou. Et j'ai vraiment... je comprends pas qu'il soit toujours en Pro D2. Il a prolongé pour 1 an. Alors, on avait dit une fois qu'il avait signé à Périgueux, mais vous avez vu l'histoire ou pas? Vous avez vu d'où venait l'info? Non. Alors, la petite histoire, c'est que c'est le Rugby Ministère qui avait qui avait fait un article en disant eh bien, il y a Costa Storti, un autre joueur portugais qui signe à Périgueux. En fait, ils avaient mal traduit un article où il y avait un club, je ne sais pas si c'est Peñarol ou quelque chose comme ça, qui avait salué ces 2 joueurs qui étaient passés par leur rang. Et ils avaient traduit complètement à l'envers l'info en portugais. Ils avaient compris que les joueurs signaient dans le club de Périgueux. Mais vraiment, l'histoire, c'est ça. Donc, absolument incroyable. Donc, non, ne vous en faites pas. Vous n'allez pas jouer contre Costa Storti dans 2 semaines. Non, il reste à Béziers. Mais c'est vrai que quand on le voit jouer, comme Rodrigo Marta, on se dit ces mecs-là ont complètement leur place en top 14, non? Ouais. Je pense pas qu'il va y rester longtemps à Béziers, franchement. Ouais, parce que Déjà, cette année, il a signé vraiment à Béziers ou pas? Parce que l'an dernier, il était en prêt. Il était en prêt. Il est licencié au Stade Français. Il appartient toujours au Stade Français. Le prêt est prolongé d'1 an et les supporters du Stade Français vont avoir Ahmed et Mekdoud sur leurs ailes pendant qu'à Béziers, on aura Raphaël Costa Storti. Je pense que s'il continue à faire des matchs comme ça, le Stade Français va vite le rappeler. Mais je crois qu'un des problèmes est qu'il n'est pas joueur issu des filières de formation. Je crois que c'est ça aussi qui a un petit peu retardé. Vous avez un quota de joueurs formés en France indispensable pour expliquer dans le chat. Et c'est sûr que quand vous n'êtes pas un joueur issu de ces filières de formation, c'est peut-être un peu plus compliqué parfois. Alors, au poste de 9, le chat a tranché et c'est Roygaard qui remporte les suffrages. Donc va pour Cameron Roygaard, c'est parfait, c'est ce que Joe voulait. Au poste de 6, Joe, mais qui? Du coup, on hésitait entre McFarland, Leach. Ah oui? T'avais fait le sondage, non? Ouais, mais je crois que je l'ai perdu. On va mettre Michael Leach. Tu voulais mettre Michael Leach, c'est pas gênant. Hein. Allez, va pour Michael Leach. On va truquer un petit peu. Allez, hop, va pour Michael Leach. Il a été fort. Michael Leach, parfait. 1, 3 et 4, on en parle un petit peu plus rarement, malheureusement, de ces postes essentiels. Moi, j'ai beaucoup aimé l'entrée du pilier remplaçant des All Blacks, le jeune. Newell. Son nom. Ouais, qui a marqué un essai, qui a failli en marquer un deuxième, je crois. Il a fait une très grosse rentrée, il a été ballon. Pour un pilier, c'est assez rare pour le notifier quand même. Je crois que c'est Fletcher Newell dont tu parles qui a remplacé Lomax qui s'était blessé. Hop, on va le mettre, ça nous arrange. Parce qu'après, il faut encore qu'on parle des quarts de finale. Donc on a Tadger, Newell. Il nous manque un 4 et un gaucher. Allez, je joue. Allez, Joe. Là, j'en ai pas qui me en Irlande, ils n'ont pas fait le taf. Porter. Moi, j'ai été au resto avec ma belle-mère j'ai raté les 25 premières minutes, donc je t'avoue que pareil. On peut mettre Porter parce que là, le problème, c'est on a mis combien? On va mettre Porter et Byrne, comme ça on a des Irlandais, parce que là pour l'instant ils ont mis 50 grains à l'Écosse et on n'a pas mis un Irlandais. Donc on va. De toute façon, Byrne, il fait toujours des bons matchs. Donc même si vous n'avez pas tout vu, on va mettre Porter et Byrne et allez hop. On pourra rien nous dire, c'est parfait. Porter et Byrne, ça me semble. Ça vous va pour le chat. Le gaucher portugais. Ah oui, Fernandez, le Biterrois. Il a fait un match de fou furieux aussi. Hein. Mais bon, là, le problème, c'est c'est l'équipe du Portugal en fait. On aurait pu gagner du temps. Allez, on va rester comme ça. On va dire Porter. Alors attendez, je vais vous montrer la compo finale et ensuite on va parler évidemment des quarts de finale et vous envoyez pas mal de cadeaux. Donc la compo finale: Porter, Tadger, Newell, Byrne, Fakatava, Leach, Martins, Aldrit. Honnêtement, parfait, je trouve ce pack. Roygaard, Jalibert, Carreras, Lima, Betancourt, Storti, McKenzie. Franchement, belle équipe, non?
J'étais en tête-à-tête avec ma belle-mère, oui, avec Martine, Kenny, absolument. On n'a pas parlé de Cameron Wauquiez qui a fait un excellent match, c'est vrai, t'as raison, le good. Fernandez, on aurait pu le mettre à gauche, Benzi Dios, tu peux mettre l'équipe du Portugal de toute façon, nous dit Bryce Donkey, ils ont tout donné, c'était beau. Pour moi, c'est la plus belle émotion pour l'instant, je pense, de cette première moitié de Coupe du Monde. On va justement parler de cette deuxième moitié qui arrive maintenant. Les choses sérieuses vont commencer évidemment avec nos pronos pour les quarts de finale qu'on va vous donner maintenant. On commence par évidemment Pays de Galles, Argentine. Ce sera samedi à 17h. On a vu des Gallois convaincants en poule malgré un dernier match sans enjeu très moyen face à la Géorgie. On a appris la fracture du bras de Toby Faletau, qui est peut-être un des rares joueurs qui met vraiment dans l'avancée. Ils n'ont pas énormément de 8 porteurs de ballon. Ils risquent de le remplacer par Aaron Wainwright, je pense. Ils affrontent l'Argentine, qui a fait un match catastrophique face à l'Angleterre pour commencer, moyen face aux Samoa qui semble doucement monter en puissance. Je demande à notre expert pronostiqueur Charles Brousse, est-ce que pour toi il y a un clair favori qui se dégage entre l'Argentine et le Pays de Galles ? Non. Alors moi j'aurais tendance à dire que ça sera 60-40 pour le Portugal. Pour le Portugal, faut arrêter le Portugal. Portugal, pardon, Pays de Galles, excuse-moi. Vas-y. Tu vois, ils m'ont tellement marqué hier soir que. Non, tu les vois en 60-40 demi-finale. Pour le Pays de Galles, ouais, parce que l'Argentine vraiment décevante sur la phase de poule. Le Pays de Galles sont pas flamboyants, mais ils gagnent et je pense qu'ils ont pris pas mal de confiance sur cette phase de poule et même s'il leur manque Faletau, ils sont un peu plus rodés physiquement et collectivement pour l'emporter sur ce quart de finale, je pense. Et c'est sûr qu'ils vont récupérer un joueur comme Jack Morgan, qui est peut-être, on parlait des révélations de ce mondial, on n'a pas cité Jack Morgan parce qu'il joue déjà à un bon niveau avec les Ospreys, etc. Mais Jack Morgan, dont les joueurs, ce que les Américains appellent Most Improved Player, il est là aussi. Joe, Pays de Galles, favori pour toi également face à l'Argentine ? Ouais, pareil, favori par rapport à leur phase de poule et par rapport à ce qu'a montré l'Argentine là, sur cette première partie de compétition. J'ai trouvé le Pays de Galles plus constant et un peu plus sûr de ses forces que l'Argentine. D'accord, si tu avais un prono à donner, tu verrais quoi comme Matera est forfait côté argentin, nous dit Loubar49. C'est vrai qu'il était sorti blessé et c'est peut-être c'est assurément l'un des tout meilleurs joueurs argentins, Pablo Matera. Donc ça fait un partout, on va dire, au niveau des blessures entre Faletau et Matera. Joe, ton prono pour ce match ? Je dirais 22-15 pour les Gallois. Charles ? 26-12 pour les Gallois. 26-12 pour les Gallois, donc oui, je suis d'accord. Et allez, je vais rester dans les mêmes eaux, je vais dire un 24-14. Neneuil a raison, il parle d'un joueur je ne comprends pas vraiment pourquoi on ne le voit pas au niveau international, et Rome également est d'accord avec, dit la même chose, c'est Facundo Isa. Je ne comprends pas bien pourquoi on se prive de Facundo Isa qui est jamais dans le groupe. Alors Gonzalez est pas mal en 8, mais je trouve qu'un Facundo Isa à 100%, c'est encore un cran au-dessus, donc peut-être qu'on le verra. Peut-être qu'ils vont mettre Gonzalez en flanqueur, Isa en 8. Ça peut au niveau de la verticalité, de la puissance des duels, compter évidemment. Donc bonne idée évidemment de Neneuil et de Rome. Deuxième quart de finale, Irlande face à la Nouvelle-Zélande. L'Irlande est peut-être l'équipe la plus impressionnante de la compétition. Il y a quand même maintenant un petit peu de casse. On a Mac Hansen qui est sorti sur protocole, je crois. James Lowe qui alors s'est pris visiblement un doigt dans l'œil selon la version officielle, mais vous allez voir les photos, c'est quand même un très gros doigt dans un petit œil. Il est bien amoché. Et on a également James Ryan qui est lui pas loin d'être forfait. Joe, est-ce que alors non, avant je vais peut-être parler quand même de la Nouvelle-Zélande, également l'adversaire. Tu me parlais toi de joueurs comme Roygaard, on parlait de Mackenzie, sont des joueurs, c'est dingue, mais qui sont normalement remplaçants. Regarde, normalement c'est Aaron Smith en 9 et on a soit Boden Barrett en 15, soit Richie Mo'unga en 10. Est-ce que tu penses que les joueurs qui ont crevé l'écran, Roygaard et McKenzie, on pourrait être amenés à les voir titulaires face à l'équipe d'Irlande, ou
la hiérarchie est clairement établie en Nouvelle-Zélande? Alors, pour Aaron Smith et Roigard, je pense qu'il n'y aura pas de débat. C'est Aaron Smith qui aura le numéro 9 pour ce match. Et en 15, je pense que c'est Barrett aussi qui commencera, mais que la hiérarchie, elle peut, selon comment se déroule le match, peut-être changer si la Nouvelle-Zélande est amenée à passer. Je pense que Mackenzie, c'est un peu plus c'est un profil un peu plus joueur, un peu plus fou, un peu plus magicien. Barrett, c'est un joueur qui a plus d'expérience quand même avec les Blacks, qui à mon avis doit très bien respecter le plan de jeu et compagnie, et à mon avis qui plutôt dans l'esprit de l'entraîneur est un mec qui va commencer les matchs, et s'il y a besoin d'emballer, d'un peu de folie et compagnie, faire rentrer Mackenzie. Ouais. Tu es d'accord avec ça, Charles? Je te vois acquiescer. Ouais, complètement. Après, là, du coup, ça va vraiment dépendre de la stratégie que les All Blacks vont vouloir mettre en place. Mais comme Joachim, je pense qu'en 9, il n'y aura pas de débat. Aaron Smith va rester numéro 1 pour tout le mondial. Par contre, on pourrait, si les Blacks décident vraiment de mettre des gros volumes de jeu avec un peu de folie, on pourrait voir Mackenzie commencer à l'arrière et Barrett sur le banc. Ça, c'est totalement possible. Mais c'est vrai que ce qui facilite peut-être un petit peu la décision du coach, c'est que Roigard et Mackenzie ont des bons profils d'impact player, c'est-à-dire de joueurs qui vont jouer 30 minutes pour débloquer une situation. Tardoyo, alors je ne sais pas si c'est gentil, qui nous dit Charles Bruce toujours aussi beau dans le chat, ce qui est gentil pour Charles, un peu moins pour Joe et moi, puisque nous on n'a pas de compliments sur notre physique. Bon, c'est toujours bon à prendre, hein, Charles. Écoute, on va pas se plaindre. Est-ce que l'Irlande est toujours, ton favori, Joe, après ce qu'ils ont montré, malgré les petites blessures qui commencent à s'accumuler? On a une gestion quand même intelligente du staff qui a fait jouer les joueurs cadres, on va dire 45-50 minutes, pas plus. Pour toi, l'Irlande devrait s'imposer face à cette équipe néo-zélandaise? Ouais, s'il y a pas de, enfin, si les deux ailiers, si Hansen et Lowe peuvent postuler, et que Ryan finalement est dispo, je reste sur l'Irlande en favori, même si je pense que ça va quand même être un match. Enfin, c'est 50-50 là en plus. C'est un quart de finale. Les deux équipes sont rodées. La Nouvelle-Zélande, elle a eu un peu de mal au démarrage, mais là. Elle monte très fort en puissance. Ça va être un match de malade. Donc pour toi, 50-50. Pour Yacine dans le chat, pas du tout. L'Irlande va tabasser la Nouvelle-Zélande. Gibi64 qui nous dit le jeu après contact néo-zélandais peut leur faire gagner le match. C'est vrai que... mais ça, on en parlera justement des oppositions un petit peu de style, parce qu'on a vu une équipe néo-zélandaise en souffrance face aux équipes avec un très gros pack, notamment l'Afrique du Sud à Twickenham, où ils se sont pris une sévère fessée. Charles, 50-50 pour toi, ou il y a un favori qui se dégage? Non, 50-50, clairement, là, c'est vraiment deux grosses nations qui se rencontrent en quart de finale. Deux nations en forme, en plus. L'Irlande, première nation mondiale. Les All Blacks qui montent en puissance depuis le début du mondial. Moi, j'ai une préférence pour les All Blacks. Clairement, Une préférence, ça veut dire t'aimerais les voir gagner, ou tu les vois légèrement gagnants? Je pense qu'ils sont tout à fait capables de les battre. Ok. Donc moi, je les vois gagnants. Voilà, après, mais ça va être 50-50, et je pense que ça va être un des matchs les plus spectaculaires des quarts de finale. Eh ben, écoute, on va partir sur les pronostics. Donc, dans le chat, extrêmement partagé, hein. On a Yacine qui nous dit voilà, c'est pour l'Irlande. Loubar49 qui nous rappelle qu'il y a 2 jours de repos supplémentaires pour les Blacks, qui en plus ont joué l'Uruguay. Donc c'est vrai qu'ils ont peut-être un petit peu plus de jus. Mais il y a cette question, hein, Doin a raison, il faudra gérer la pression côté Irlande, qui n'ont jamais passé l'écart. C'est intéressant parce que on a une équipe d'Irlande qui est un peu pour l'instant championne du monde des phases de poule, quoi. Est-ce que ça va pouvoir tenir au niveau de la forme, au niveau des blessures? Ça, c'est une vraie question. Joe, ton pronostic pour le match? Je vais dire 23-17 pour l'Irlande. 23-17 pour l'Irlande. Charles, je pense que tu vas partir de l'autre côté. Ouais, de l'autre côté, je pense que ça va être un peu plus ouvert comme match. Je verrais bien 33-30 pour les All Blacks. 33-30 pour les Blacks. C'est deux équipes très joueuses quand même.
Et mais non, moi je vois une belle victoire irlandaise. Je pense qu'ils vont commencer à tirer un petit peu la langue, mais les NZ, ils m'ont pas. J'ai pas vraiment de match référence. Pour moi, l'Italie compte pas. Enfin, je suis désolé pour les supporters italiens. Mais je les ai trouvés vraiment pas terribles face à nous. Je les ai trouvés encore en dessous, évidemment, face à l'Afrique du Sud. Et je pense que l'Irlande, même s'ils ont des blessés, ce sera aux ailes. Et c'est pas si grave, j'ai envie de dire, mais que devant, ils risquent vraiment de leur faire mal. Donc je vais dire 30-19 pour l'Irlande, de mon côté. Dans le chat, qu'est-ce qu'on a? Tardoyo qui nous dit beau mais sous le Charles Brousse, les Blacks vont se faire bouffer. Raph Cordier et Marc Bianco qui nous disent l'Irlande, et notamment avec le soutien populaire. C'est vrai qu'on a eu une ambiance incroyable. C'était au Stade de France avec Zombie qui retentissait. Et dans le chat, on a pas mal. Je m'attendais à avoir moins de pronostics en faveur des Blacks, mais en réalité, on en a beaucoup. Après, il y a aussi un attachement évidemment aux All Blacks, qui sont l'équipe qui ont fait vibrer tous les gamins. Quart de finale suivant, celui de dimanche, Angleterre-Fidji. L'Angleterre qui a été catastrophique face au Samoa. Heureusement, vous n'avez pas vu ce match. Les Fidji qui sont mi-figue, mi-raisin. Ils sont bons face aux gros, mais face aux plus petits, de temps en temps, c'est pas terrible. Donc c'est peut-être une équipe qu'on surcote peut-être un peu en réalité, cette équipe fidjienne. Charles, est-ce que pour toi, ce sont les deux équipes les plus faibles de ces quarts de finale qui s'affrontent? Oui. Clairement, c'est celles qui ont le moins séduit en termes de volume de jeu et de collectif sur les phases de poule. Donc, c'est les plus décevants qualifiés, on va dire. Il est dur. T'es dur avec ces pauvres Fidjiens quand même, Charles. Non, mais c'est vrai que sur les deux derniers matchs, ils sont quand même, ils nous ont fait plaisir face à l'Australie et le Pays de Galles, et puis sur les deux autres matchs, ils sont complètement passés au travers. Donc, on ne sait pas trop. Moi, j'espère. Moi, je suis 100% derrière eux. J'espère les voir battre les Anglais, mais aujourd'hui, on ne sait pas où ils se situent, quoi. Ouais, moi, je les sens un peu à bout de souffle. Je voyais hier. Alors, c'est sûr que le Portugal met beaucoup d'intensité, beaucoup de jeu, mais je les sens de plus en plus fatigués en fait. Plus la compétition avance, et plus j'ai l'impression qu'ils fatiguent, quoi. Et là, si je suis l'entraîneur anglais, je lance mon match en disant faites-les courir en les faisant beaucoup bouger, et après ils vont exploser, quoi. C'est ce qui s'est passé avec le Portugal. Malheureusement, c'est pas le style des Anglais de faire courir l'adversaire à part au pied, mais du volume de jeu anglais, ça j'attends de voir ça. Mais c'est intéressant. Est-ce que tu penses que dans la préparation de cette Coupe du Monde, les Fidjiens, j'ai envie de dire quasiment leur finale, parce que eux leurs deux premiers matchs étaient les plus gros. Ils affrontaient le Pays de Galles puis l'Australie. Est-ce que tu penses que ça pourrait s'expliquer, ce petit coup de moins bien que tu vois, par une préparation physique pour être prêt tout de suite pour jouer la qualif, et après on verra ce qui se passe, quoi. Tu penses que ça peut être lié à ça, la prépa également? La prépa, non. Je pense que la prépa, elle a été faite pour qu'ils puissent aller pour faire gonfler leur caisse, et pour qu'ils puissent aller le plus loin possible. Mais je pense juste qu'ils ont laissé beaucoup de jus sur ces deux matchs-là, sur ces deux gros matchs-là justement, et que là ils ont un peu plus de mal à réitérer ce genre d'effort. Et j'avoue que je commence à les voir tirer un peu la langue, quoi. Et j'ai peur que. Après, ils sont tombés contre l'équipe du Portugal qui les a beaucoup fait courir, comme tu disais. Donc, c'est pas le style de jeu qui leur correspond bien. Mais si tu prends le style de jeu des Anglais, c'est une équipe qui rend beaucoup le ballon au pied. Donc, si les Fidjiens sont propres et arrivent à capter les ballons sous pression, derrière, ils peuvent être très dangereux, parce que les Fidjiens, on le sait, ils sont capables de faire des exploits dans toutes les lignes. Donc, si tu leur rends trop de ballons, tu peux te faire sanctionner derrière assez rapidement. Et je pense que face aux Anglais, s'ils veulent avoir une chance de gagner, il va pas falloir qu'ils leur donnent trop de ballons faciles, sinon ça va être compliqué pour les Anglais aussi, même si les Fidjiens sont un peu fatigués physiquement. Ouais, mais tu vois, à mon avis, là, le match d'un quart de finale, il va y avoir pas mal de ping-pong rugby, c'est-à-dire des échanges de jeux au pied. Et sur ça, les Fidjiens, ils sont quand même pas réputés pour être super à l'aise sur ça, et je pense qu'ils vont vite être enfermés dans leur camp. Ils n'ont pas une touche qui est encore très réglée. On l'a vu là contre le Portugal, et je pense qu'ils vont rester enfermés dans leur camp. Ils vont commencer à avoir du mal à sortir de leur camp, que ce soit
par rapport aux touches ou aux pieds. Et je pense que c'est comme ça que petit à petit, ils vont se faire ronger par les Anglais. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, Charles. Ben non, mais ça, en fait, c'est vachement aléatoire. Ça va dépendre de l'état d'esprit des Fidjiens sous les ballons hauts et leur capacité à ne pas faire de faute de main et récupérer ces ballons. Et il y a un mois, ils l'ont très bien fait. Et c'est comme ça qu'ils ont battu l'Angleterre à Twickenham. Donc, en fait, s'ils sont propres et que sous les chandelles, ils captent les ballons correctement, derrière, pour moi, ils ont de grandes chances de gagner. Par contre, si sous les ballons hauts, ils se jettent les ballons sur la tête, ils font des en avant, ça va être très compliqué pour eux. Le match risque d'être long et pour eux et pour les spectateurs parce que ça va pas être un beau match à regarder. Et attention parce que les Fidji, alors même si c'est vrai qu'on les a pas vus brillants sur les derniers matchs, c'est aussi le genre d'équipe qui peut prendre feu, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il peut être en état de grâce, si le début se passe bien, on peut les avoir vraiment à un niveau de performance assez impressionnant, alors que les Anglais au niveau de la confiance, on a vu face aux Samoa, alors vous n'avez pas pu voir ce match immonde, mais ils étaient sans solution, hein. Ils étaient vraiment sans solution les Anglais, et si Sopoaga ratait pas des pénalités, s'il passait un peu moins de temps à la muscu malheureusement parce qu'il a pris 20 kilos depuis son époque Highlanders et raté des gestes simples, on aurait pu avoir vraiment une victoire samoane, hein, parce que les Samoans, dans les dernières minutes, ils ont commencé à faire des fautes absurdes, à prendre les joueurs qui sont dans les airs, etc. Mais sinon, il y a vraiment moyen. Pas d'inquiétude pour les fans de l'after. Dans 5-10 minutes, évidemment, on bascule et vous aurez l'after jusque minuit. On termine simplement sur les pronostics pour les quarts de finale. Vos pronos, justement, sur cette Angleterre-Fidji. Joe, tu voyais l'Angleterre, c'est ça, toi ? J'aimerais voir les Fidjiens, mais j'ai l'impression qu'ils fatiguent et du coup je vois l'Angleterre gagner sur un 25-12. J'ai déjà noté, moi, mon score, il est pas loin. Charles ? Moi, je vais rester fidèle aux Fidjiens. Je vais mettre 25-20 pour les Fidjiens. 25-20 et moi j'ai mis 21-12 en faveur de l'Angleterre parce que je pense que sur un match, en fait pour moi le match face aux Samoa est pas très révélateur parce qu'en fait ils s'en foutaient un petit peu. Ils étaient qualifiés déjà donc ça veut pas dire grand chose et quand même quand tu vois leur match face à l'Argentine, alors tout leur a réussi mais ce match où ils ont été extrêmement cliniques, très très agressifs en défense et Ford qui marquait sur tous les temps forts, à mon avis on n'aura pas de changement, on repartira sur un George Ford et on n'aura pas de Marcus Smith ni rien, donc je dirais victoire de l'Angleterre mais à fond pour les Fidji. Dernier match évidemment et celui qui nous intéresse le plus, c'est France-Afrique du Sud qui aura lieu dimanche à 21h. Bon, la question est toute simple messieurs. Charles, qu'est-ce qu'on doit faire pour battre l'Afrique du Sud, parce qu'on parlait de match-up en réalité, de différence de style. Les Sud-Africains, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une équipe extrêmement puissante physiquement, probablement plus que la nôtre. Comment on fait pour battre ce genre d'équipe, Charles ? Tout simplement en les déplaçant, déjà en imposant notre rythme le plus possible, en gardant le plus possible la possession du ballon. Et en les déplaçant avec des mouvements dynamiques, des sorties de balles assez rapides. Et puis quand on est en défense, monter fort, les chercher et gagner la ligne d'avantage pour les éviter d'avancer parce que, comme tu l'as dit, ils jouent beaucoup sur la puissance physique et c'est leur gros point fort. Et c'est une équipe que si tu n'arrives pas à contrer dans la densité physique et tu les laisses avancer, derrière, c'est même pas la peine d'espérer quelque chose. Et l'an dernier, au mois de novembre, quand on les a joués, je crois que c'était au mois de novembre, on les a gagnés à 14 contre 15 parce qu'au niveau d'intensité, on a très bien su les contenir et on a été hyper agressif. On est monté les chercher pendant 80 minutes, on les a fait reculer et du coup ils ont déjoué par rapport à ça parce qu'ils ont vu que même à un de plus, ils n'arrivaient pas à nous mettre en difficulté sur l'affrontement physique. Et derrière, il y a des opportunités qui se créent et avec les joueurs d'instinct qu'on a comme Penaud, Jalibert et j'en passe. C'est comme ça qu'on pourra les battre et qu'on va faire la différence. Joe, pour toi, la solution, c'est quoi ? Mettre du volume ou essayer de résister physiquement ? En gros, la solution, c'est quoi d'un point de vue composition ? Est-ce qu'on met Woki Flamand ou est-ce qu'on met du poids, par exemple, en mettant un Tao titulaire ? Alors, ça résout pas tout, évidemment, mais dans les ambitions de jeu que tu as, ce choix-là, déjà, il veut dire beaucoup, quoi. Ouais, alors moi je pense qu'il va rester sur Woki Flamand.
Par rapport on en parlait la fois dernière, je pense que par rapport à la touche, il va vouloir rivaliser sur la touche. Et après, sur le fait que Woki ait quand même une très grosse activité, c'est un deuxième ligne qui a aussi joué troisième ligne pendant longtemps, donc qui a une grosse activité, qui va beaucoup bouger. Et comme l'a dit Charlie, il va falloir les déplacer quand on aura le ballon et pas rentrer dans leur jeu, à savoir juste leur rentrer dedans tout le long du match, parce qu'on risque de s'épuiser et de justement désavantager. Et après, il va falloir défensivement mettre autant d'intensité que mettre sur les contacts. Il y avait eu pas mal de protocoles commotion. Il risque d'en avoir encore. Hein. Et ouais, sur le précédent match, je pense que là, on va en avoir aussi beaucoup, parce que là, l'équipe de France, à ce niveau de la compétition et devant son public, à mon avis, ils vont se donner comme jamais. Et après, il y a aussi l'histoire de Dupont, quoi. Est-ce qu'il va jouer ou T'en penses pas, quoi, toi ? Je pense. C'est dur, hein, mais. Moi, je pense qu'il va jouer. En titulaire ? Ouais, je pense qu'il va jouer. On en parlait avec la cicatrisation là, de Colissi et de Jelon. C'est des mecs qui cicatrisent différemment du commun des mortels, entre guillemets. Et je pense qu'il sera prêt avec une protection, une coque, quelque chose comme ça, mais il sera prêt pour le match. Charles, tu vois un Antoine Dupont titulaire, toi aussi ? Ouais, de toute façon, c'est soit il peut jouer, et d'ailleurs il a eu le feu vert aujourd'hui, je crois, du chirurgien. Absolument. Il va reprendre l'entraînement normalement. Donc soit il postule et il est titulaire, soit il n'y est pas du tout, parce que déjà c'est le numéro 1 incontestable, et de deux, si tu le mets remplaçant et qu'il rentre et qu'il prend un pet et que ça repète et qu'il doit ressortir, et ben tu peux plus refaire rentrer Lucu ou Couillou derrière. Donc si pour moi il doit jouer, il sera titulaire, c'est sûr et certain, ne serait-ce aussi que pour l'impact physique qu'il a autour de lui pour le groupe. Dans le chat, Marc Bianco, Tardoyo nous disent Titu pour Antoine Dupont. Il risque pas d'être ciblé, Pépère ? Par la grande tête d'Edzebet et de Dutoit ? Ouais, on en parlait un petit peu avec d'autres mecs. Le problème, c'est pas un problème, justement, au contraire, c'est que t'as beau maintenant, c'est plus le rugby à l'ancienne, comme faisaient les Anglais, des grandes chandelles, et en bas, tu mettais des coups de poing au mec dans le rock et compagnie, tout est filmé, donc forcément qu'ils vont le cibler, mais déjà, il faut l'attraper. Ce qui est pas évident. Ce qui est pas facile, et ensuite, t'es plus autorisé à faire des trucs, des trucs pas fair play, donc. Aujourd'hui, le moindre choc ou suspicion de choc au visage, c'est appel vidéo, carton jaune, bunker, voire carton rouge directement. Ouais. Donc je pense pas que les Sudaf s'amusent à prendre le risque d'aller viser la pommette de Dupont, parce qu'au moindre choc, ça va être carton, quoi. Oui, c'est vrai qu'en plus c'est sur la zone de la tête. Si ça avait été un genou ou un truc comme ça, c'est un peu plus facile d'être dans la règle. Mais moi, c'est pas forcément par rapport aux conséquences du fait d'être ciblé. Mais par exemple, je me souviens d'un Romain Ntamack, mais c'est plus psychologiquement pour lui. Alors c'est un athlète d'exception, etc. Mais je me souviens d'un Romain Ntamack qui est aussi un athlète d'exception. Il revenait de sa fracture de la mâchoire et honnêtement, tu voyais que pendant 3-4 semaines, ces matchs, ils étaient moyens parce qu'ils jouaient un petit peu avec le frein à main. Sauf que là, on parle d'Antoine Dupont, le meilleur joueur au monde, donc vous le voyez titulaire. Et il y a quelque chose qui m'a fait rire, c'est Anto Valli dans le chat qui nous dit, bah oui, comme d'hab, il sera ciblé. Mais chaque fois qu'on essaye de cibler Antoine Dupont, en réalité, il s'en sort. Et c'est ça qui est incroyable avec ce joueur. Il y a Sekou Makalou qui donnait une interview et ça m'amusait parce que on a cette impression-là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait parfois, tu vois ? Le choix est bizarre, même parfois, il s'isole et autres, mais il s'en sort toujours. Donc Antoine Dupont, en tout cas, vous le voyez titulaire. Maintenant, je vais devoir vous parler évidemment du pronostic sur ce match. Messieurs, est-ce que, Joe, tu vois la France s'imposer face à l'Afrique du Sud ? Oui, si la France avec Dupont, je la vois s'imposer, donc ce sera un match, ça va être un match compliqué et cadenassé parce que c'est deux très grosses défenses aussi, mais je la vois s'imposer et je dirais 22-15 aussi pour ce match. T'avais dit 25-12 pour l'autre. C'est pas grave. 22-15 pour la France. Charles ?
26-17 pour la France. 26-17, j'aime bien 26-17 parce que t'es pas dans le laisser transformer, donc t'es un peu peinard. Donc je vais dire un petit 28-19. Je sais pas pourquoi je me chauffe comme ça sur un match. Simplement pour répondre, il y a quelques questions. Thibalito, il n'est pas question vraiment qu'il y ait de coque ou de protection particulière. Ce qui se dit, c'est qu'ils envisagent qu'ils mettent un casque. Alors après un casque, Joe, t'as longtemps porté un casque. Je suis pas sûr que tu le fasses toujours. Ça t'a porté quoi? Tu peux nous expliquer parce que je crois qu'il y a une petite histoire sur le fait que tu portais un casque alors que tant jeune, tu le portais pas forcément. Ouais, alors quand j'ai commencé le rugby, j'avais pas de casque. Après, j'ai eu une période où j'en ai eu un parce que je sais pas, c'était plus mental qu'autre chose. J'avais l'impression d'être peut-être un peu plus protégé. Et surtout, j'ai eu un ami à Montpellier qui a eu une grosse commotion. Il a été dans le coma pendant un mois. Il a eu un œdème au cerveau et compagnie. Et c'est vrai qu'après ça, je m'étais mis à remettre le casque. Après, c'est pas prouvé que ça protège plus ou pas, et encore moins. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça protège pas Pas une la pommette, bien sûr. de mettre le casque. Mais il y a un sentiment quand même de petite protection, Ouais, quoi. Toi, c'était psychologique. Ouais, moi, c'était psychologique. J'avais l'impression d'avoir une petite protection. Après, le souci aussi du casque, ça peut avoir cet effet pervers tu sens que tu as une petite protection, donc tu as tendance à peut-être jeter un peu plus la tête, plus que tu l'aurais fait habituellement, et du coup, ça devient plus dangereux que si tu l'as pas, quoi. C'est le problème notamment en foot américain, parce que parfois on a ce débat, pourquoi on ne met pas au contraire, parce que là maintenant ils se jettent comme des taureaux, et au niveau des commotions c'est pire encore en foot américain. Raph Cordier qui nous dit le Joachim casque rouge était sublime. Bon, écoutez, on va en rester là sur le match de l'équipe de France. On se retrouvera peut-être de toute façon pour un de nos rendez-vous week-end rugby pour continuer dans cette voie. Ce que je vous propose, c'est qu'on termine par notre salle de jeu avec 90 € de Box Sport à vous faire gagner, et ensuite évidemment on partira du côté de l'after jusque minuit en exclu vidéo. Vous connaissez le principe, celui-ci. Alors on avait fait quoi la dernière fois? On avait fait deviner Louis Picamol, et la fois précédente c'était un juste prix. C'était le juste prix. Là on va repartir sur le joueur mystère. Je vais vous donner la biographie d'un joueur. Celui qui trouve l'identité remporte 90 € de Box Sport. Et pour ceux comme Tardoyo qui sont arrivés un peu tardivement, je vous rappelle que le replay de l'émission sera disponible d'ici 1 heure sur la chaîne YouTube RMC Sport. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour deviner l'identité du joueur mystère? Prêt. Ouais. Dans le chat, c'est complètement gratuit. Il suffit de suivre la chaîne. Vous appuyez sur le bouton suivre ou follow, et vous, comme ça, vous pouvez répondre dans le chat. C'est parti. Joueur international, né aux Fidji au début des années 1990, je réalise ma carrière professionnelle exclusivement en France. Je ne connais que 3 clubs dans ma carrière. Mon palmarès, aussi bien en club qu'en sélection, n'est pas très fourni. Pas de surnom, s'il vous plaît, Brest Donkey. Mettez bien le nom exact, parce que sinon, il faut le nom exact. Joueur international, j'inscris 2 essais en sélection et je dispute notamment une Coupe du Monde, mais pas celle de cette année. Bien que toujours en activité, mon nom n'a pas forcément tourné pour disputer France 2023. Vous avez une idée ? Yato? Non. Joueur évoluant à l'aile, je ne suis probablement plus à mon prime. Raka. J'ai connu 15 sélections avec l'équipe de France et notamment fait partie de la déroute de 2015 face aux Blacks en quart de finale. Non, putain. Charles, t'as un problème de micro ou... C'est pas grave. Non, je l'ai pas là. C'est l'ancien ancien joueur de Clermont, du Loup. Voilà. Je m'engage cette année à Toulon. Je suis
Noah Nakaitasi. Bien joué. Alors, c'était un travail d'équipe, on va dire. Là, c'était vraiment en duo. Alors, je crois qu'on a eu... Alors, à quel moment... Tu l'avais, Joe, mais tu n'avais pas le nom. Dans les propositions, on avait Big Ben. Big Ben est tongien, Brest Donkey. Vakatawa, c'est pas lui, Marcus. Sosoni Boussa, on l'avait déjà fait deviner. Tuisova. Koyamambole. Il joue encore Koyamambole? Non, il est plus... Si, je crois qu'il est en Fed 3 ou un truc comme ça. Il y avait une photo qui était, photo qui était sortie sur Facebook où il faisait. Il était un peu plus impressionnant. Ouais, c'est ça. Ouais. Je me souviens de Koyamambole, l'ancien joueur de Brive. Alors, qui a gagné? C'est Rome le Lion. Ah bah Rome le Lion, évidemment, un supporter lyonnais qui a trouvé Noah Nakaitasi. Rome, il me faudra ton adresse mail en chuchotement et tu remportes 90 € de box sport que tu peux utiliser justement pour faire un five, pour faire du karting, etc. Merci Joe, merci Charles d'avoir été avec nous. On se retrouve évidemment semaine prochaine pour débriefer tout ça.